Donc, mon nom est Marc Roche, je suis belge de nationalité, né à Bruxelles. J'ai fait des études d'économie à l'Université de Bruxelles. Ensuite, je suis parti aux États-Unis faire des études de sciences politiques à Johns Hopkins pour terminer des études de journalisme à Columbia University à New York. J'ai commencé à l'agence Reuters à New York. Ensuite, ils m'ont ramené au siège de Londres, qui était de m'occuper des pays d'Afrique francophone lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Je suis passé ensuite comme correspondant européen du Soir de Bruxelles, couvrant ce qui était à l'époque le marché commun, qui est devenu la communauté européenne, l'Union européenne. Après ça, je suis parti à Washington pour le quotidien de Paris pour couvrir la Maison-Blanche, premier mandat Reagan, de 1980 à 1984, pour m'installer ensuite à Londres, où j'ai d'abord travaillé pour Le Point, magazine français, avant de devenir correspondant financier du Monde en 1989, ce que je suis toujours aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui a évolué justement, au moins depuis 1989, depuis que vous travaillez pour Le Monde et peut-être auparavant pour Le Point aussi, dans le monde de la finance ces dernières années? Qu'en est-il de l'information? Comparé à ce que j'ai connu quand j'ai commencé, d'abord, les journaux avaient peu de pages économiques. C'était essentiellement une chronique boursière et quelques nouvelles de société. Les résultats, il y avait très peu de commentaires. La déréglementation, à la fois aux États-Unis et au Royaume-Uni, et ensuite en France progressivement, a créé à la fois des petits actionnaires, des petits porteurs, très désireux d'avoir de l'information économique. Les journaux se sont rendus compte qu'il y avait une manne là à exploiter, à la fois de lecteurs haut de gamme qui attiraient bien sûr les publicitaires. Et donc, il y a eu une explosion dans les années 90 des pages économiques. Les journaux généralistes ont multiplié les pages économiques et les journaux économiques sont devenus assez généralistes. Donc, il y a eu une espèce de convergence. Là-dessus est venu se greffer les agences de presse. Au départ, Reuters, Bloomberg et AP, qui sont devenus elles-mêmes des fournisseurs de données financières, économiques, omniprésentes dans les salles de marché. Dow Jones également, que j'avais oublié. Est venue la création de l'Internet, la multiplication des blogs, les difficultés de la presse écrite et l'explosion de l'Internet et de l'information financière sur Internet. Il y a à la fois dans mon métier une situation négative, à savoir la mort progressive du support papier, et l'explosion de l'Internet et du net. Donc, pour un journaliste comme moi qui a commencé vraiment dans le papier, dans la presse écrite la plus traditionnelle qui soit, il y a un tout nouveau métier à apprendre, qui est celui du net, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une écriture différente d'une écriture papier. Et en même temps, le métier a évolué dans la mesure où toutes les banques de données et toutes les agences de presse fournissent les données brutes, et que le rôle d'un journaliste comme moi n'est plus tellement d'apporter les nouvelles, mais de les commenter, de les expliquer, de les mettre dans le contexte pour mieux comprendre la mondialisation, axée sur des portraits, axée sur des enquêtes, axée sur un travail de profondeur pour éclairer un lecteur qui est submergé d'informations.
Donc cet art du portrait que vous auriez développé pour la lettre de la City avec Angela Knight, la directrice générale de l'Association des banquiers britanniques, Guy Hens, que vous appelez le flibustier de la finance, Jim O'Neill qui a inventé le concept de brique pour Goldman Sachs. Est-ce que c'est une façon efficace pour vous de rendre familier le monde de la finance? Comment vous avez été amené à développer, il me semble, cette façon de travailler? Je suis un journaliste financier. Mais en même temps, j'ai deux intérêts autres. L'un, c'est le sport. J'aime beaucoup écrire sur le sport. Et l'autre, c'est la peinture. J'aime pas beaucoup écrire sur la peinture, j'en suis incapable, mais j'aime beaucoup les portraits. Et il y a notamment à Londres la National Portrait Gallery, qui existe également à Washington, deux villes où j'ai appris à apprécier la portraiture. Vient se greffer là-dessus l'idée que la finance est quelque chose de compliqué dans les mains de spécialistes et que l'homme ou la femme de la rue ne comprend pas et n'essaie pas de comprendre. Et je me suis dit que pour comprendre, pour donner de la chair à des concepts, c'est vrai, parfois compliqués, virtuels souvent, il convenait d'humaniser les acteurs économiques. Et donc, je me suis lancé dans les portraits. Et c'est actuellement un genre en plein développement. Le Monde vient de publier d'ailleurs les meilleurs portraits, où il n'y a malheureusement aucun financier. C'est tout des politiques. Mais je crois que de plus en plus, on va être intéressé par la vie des financiers, il y a un peu de voyeurisme sur l'utilisation des bonus, sur la richesse, sur la morale, sur le mode de vie, sur le monde de l'entreprise, sur l'espionnage industriel, sur les relations humaines, sur le stress au travail, sur l'insécurité, la précarité. Et tout cela se rend beaucoup mieux dans un portrait que dans un article aride. Interviewant quelques spécialistes que personne ne va lire. Vous savez, dans un article, c'est le premier paragraphe qui compte, parce que s'il n'accroche pas, le lecteur décroche. Et en portrait, généralement, ça permet au lecteur d'être accroché, de le garder, de le prendre par la main, de le garder tout au long du texte. Ces portraits, vous les replacez, on pourrait dire, dans le théâtre de la monarchie anglaise, notamment avec ce duc de Devonshire. Vous vous régalez avec cette façon de dépeindre ces personnes. Mais quand même, au-delà de ça, elles sont très importantes comme paysage, on pourrait dire, pour vos portraits. Est-ce que vous pouvez dire, au-delà de votre intérêt que tout le monde connaît sur la monarchie anglaise, comment ces lords anglais, ils jouent encore avec la finance, comment ils la récupèrent, comment ils l'utilisent? Pour comprendre l'Angleterre, il faut comprendre la monarchie, il faut comprendre l'aristocratie. Parce que ce qui s'est passé, c'est que contrairement à la France et au continent dévasté par les guerres, les révolutions, le Royaume-Uni a connu énormément de mouvements sociaux, mais pas d'occupation, et la monarchie y est solide. La partie républicaine a été assez courte sous Cromwell et a laissé un très mauvais souvenir. Donc vous avez cette institution monarchique qui, parallèlement, dans cet ordre ancien, est liée à l'aristocratie. Contrairement à l'aristocratie française, qui s'est soit recyclée comme rentier, ou comme haut fonctionnaire, ou comme diplomate, l'aristocratie britannique a une richesse foncière inestimable. Prenez Londres, 3 ducs se partagent les rentes sur les terres à Londres. Les meilleurs quartiers, Mayfair, Knightsbridge, c'est le duc de Devonshire, le duc de Buccleuch, ça va me revenir. 4-5 ducs possèdent tout Londres. Ils ont diversifié leurs avoirs. Vous avez par exemple maintenant le duc de Westminster, première fortune du Royaume-Uni, qui est présent dans l'immobilier, présent dans les centres commerciaux, qui a des investissements immobiliers dans le monde entier. Et donc, ça me fascine comment cette aristocratie a, conservé tous ses privilèges,
2, survit le régime travailliste conservateur, l'augmentation des impôts fonciers, et 3, s'enrichit. Et c'est unique à l'Angleterre.